Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors, nous allons donc voir maintenant la cryptographie quantique. Alors, déjà, la cryptographie en soi, c'est une technique très ancienne de protection des données. Elle remonte à l'Antiquité. Jules César, par exemple, employait un code dit code de César, devenu célèbre. Un code très simple qui consistait juste à décaler les lettres de l'alphabet. Donc très facile aussi à casser le code. Mais à notre époque, où les échanges électroniques se font abondamment, la cryptographie comme protection des données est devenue indispensable. Elle protège les données privées, elle protège les données médicales, mais aussi les échanges bancaires, les échanges commerciaux, etc. Donc on crypte les données stockées ou échangées de manière à ce que si un espion intercepte ces données par une méthode électronique quelconque, il ne récupère que des données cryptées qui ont une apparence de données aléatoires, incompréhensibles s'il ne sait pas décrypter les données. À l'inverse, le récepteur, celui qui reçoit les données cryptées, doit pouvoir, lui, décrypter ces données. Il reçoit ces données d'apparence aléatoire, il doit pouvoir les comprendre. Il doit pouvoir les retraduire sous leur forme d'origine. Pour ce faire, on emploie des logiciels de cryptographie, mais ceux-ci n'ont rien de secret. Ce serait d'ailleurs une mauvaise idée d'avoir une méthode secrète, parce que la méthode finit toujours par se savoir. Et si on veut qu'elle soit largement utilisée, on doit de toute façon diffuser cette méthode, cet outil informatique de cryptage et décryptage. Donc on ajoute des clés qui servent à crypter d'une certaine manière les données en fonction de la clé. Clé générée aléatoirement, par exemple. Et là, il y a deux grandes méthodes. La première, c'est la cryptographie symétrique. Celui qui veut envoyer les données crypte les données avec une clé qu'il communique au récepteur par une méthode sûre, quelconque. Il y a ensuite, grâce à ces clés, l'un peut crypter les données, l'autre les décrypter, puisqu'ils ont alors la même clé. Il existe ainsi différentes méthodes très solides, connues comme la méthode AES ou la méthode triple DES, qui sont extrêmement solides. L'autre grande classe de méthodes, c'est la cryptographie asymétrique. On utilise cette fois deux clés. Une clé publique, distribuée sans la cacher, et une clé privée, en possession d'une seule personne. La clé publique permet de crypter les données, mais pas de les décrypter. Et la clé privée permet de les décrypter et donc de les comprendre. La méthode est alors assez simple. Moi, je veux que l'on m'envoie des données cryptées. Je dis, voici ma clé publique. La personne qui doit me les envoyer crypte les données avec la clé publique, mais comme je suis le seul à avoir ma clé privée, je suis le seul alors à pouvoir décrypter ces données. L'astuce, bien sûr, pour que la clé de décryptage puisse fonctionner en fonction de la clé publique, c'est que ces deux clés sont liées. Et on utilise un outil mathématique qui permet de transformer facilement une clé privée en clé publique, mais où la transformation inverse est notoirement difficile, garantie par des méthodes mathématiques. Par exemple, une méthode très simple, c'est d'utiliser la méthode des nombres premiers. On utilise deux très grands nombres premiers et on les multiplie. Les nombres séparés, c'est la clé privée. Le résultat, le produit des deux, est la clé publique. Car il est notoirement difficile de factoriser le grand nombre, c'est-à-dire de retrouver les deux nombres ayant servi dans la multiplication. Une méthode la plus connue de ce genre est la méthode RSA, extrêmement utilisée sur Internet. Un espion, lui, n'a que deux possibilités. Ou bien il utilise la force brute et il essaye toutes les clés possibles.
C'est pour ça qu'on utilise des grandes clés, au moins 128 bits. Parce qu'avec 128 bits, il y a 340 milliards de clés possibles. Les tester toutes est virtuellement impossible. Une autre méthode consiste à trouver des failles dans les algorithmes. Donc ces algorithmes sont étudiés attentivement, testés. Des hackers professionnels essayent de casser les codes secrets de façon à trouver les failles et les corriger. Ou jeter la méthode du cryptage s'il s'avère qu'elle est trop fragile. On publie également des méthodes de recommandation d'usage sur la façon d'employer les algorithmes de manière les plus sûres possible. Chacune des deux méthodes, la cryptographie symétrique et asymétrique, ont ses avantages et inconvénients. La cryptographie symétrique est particulièrement solide. Les données sont d'une solidité à toute épreuve. Il existe même des preuves mathématiques de la solidité de ces algorithmes. Le problème, c'est qu'il faut d'abord échanger une clé. Et cette clé pourrait être interceptée par un espion. Les États, les gouvernements ont souvent employé cette méthode parce qu'ils ont des moyens de transfert d'informations sur, par exemple, la valise diplomatique. Ainsi, le téléphone rouge, j'ignore s'il marche encore comme ça, et si même il est encore utilisé, mais le téléphone rouge, qui permettait au président américain de communiquer avec le responsable, le numéro 1 du parti communiste en Russie, ces deux téléphones utilisaient une clé de cryptage qui était de même taille que les données. Cela garantit la sécurité absolue. C'est la méthode la plus sûre, la méthode appelée OnePub. Elle est totalement inviolable. Et la clé de cryptage, les clés de cryptage, au fur et à mesure qu'elles étaient utilisées, étaient simplement échangées par valise diplomatique. La méthode asymétrique n'a pas ce problème d'échange des clés puisqu'on diffuse publiquement la clé publique. Et c'est la seule à devoir être diffusée. L'inconvénient, c'est que les méthodes de reconstitution de la clé privée par la méthode mathématique, qui sont dites difficiles, il n'y a pas de preuve absolue. Et même s'il n'y a pas de preuve, on peut toujours arriver à résoudre le problème mathématique. Avec l'évolution de la puissance des ordinateurs, et pire encore avec le calcul quantique, que nous verrons bientôt, on pourrait être à même de résoudre ces problèmes mathématiques et casser les clés. La factorisation des grands nombres, donc le produit de deux grands nombres premiers, est une des problèmes mathématiques que le calcul quantique peut résoudre. Donc, actuellement, beaucoup d'efforts ont lieu dans deux domaines. D'une part, des algorithmes dits post-quantiques, où donc on utilise des outils mathématiques qui rendent difficile de retrouver la clé privée, des outils mathématiques qui ne sont pas faciles à résoudre, même avec des ordinateurs qui seraient des millions, des milliards de fois plus puissants que maintenant, ou même avec des ordinateurs quantiques. L'autre méthode, c'est de dire, utilisons la cryptographie quantique. La cryptographie quantique est une méthode d'échange sûr, d'échange de clés de données avec détection d'interception par un espion. La sécurité étant basée sur les propriétés de la mécanique quantique, supposées valides, bien entendu. Alors pourquoi est-ce qu'on échange les clés et pas les messages eux-mêmes? Eh bien, il y a deux raisons. D'abord parce que la méthode de cryptographie quantique n'est pas des plus rapides. Elle est relativement lente. Or, sur Internet, la vitesse est primordiale. Les échanges cryptés se font par milliards dans le monde, avec des clés générées aléatoirement échangées, les clés publiques échangées par des programmes informatiques qui font tout le boulot, dans les échanges bancaires, etc. C'est des milliards de clés qui sont échangées chaque année, des milliards. Et donc, échanger les données, c'est encore plus volumineux. C'est des exabytes de données qui sont échangées chaque année. Et donc, le protocole quantique est trop lent. Donc, ce qu'on fait, c'est transmettre seulement la clé, et puis on l'utilise pour faire de la cryptographie symétrique, garantie, suffisamment solide. La deuxième raison, c'est que
on n'empêche pas la détection. On peut toujours capter un message, le lire, tricher, trouver des méthodes d'espionnage. Si on a une méthode, on va dire, infaillible de détection de l'espionnage, c'est très bien. Mais si vous avez transmis votre message secret et qu'il a été lu par un espion, ça vous fait une belle jambe de le savoir, c'est trop tard. Donc, échangeons d'abord les clés. Si on voit qu'elle a été interceptée, on la jette et on recommence. Nous, d'abord, on cherche l'espion. Mais le message, on l'envoie seulement après, une fois qu'on a une méthode sûre d'échange de l'information. Alors, comment se font les protocoles? Là, il y a toute une série de protocoles. La technique fut initialement mise au point par Bennett et Brassard. C'est leur méthode que nous allons voir. C'est la plus simple. D'autres méthodes plus sophistiquées ont été mises au point depuis. Elles peuvent utiliser des données des photons intriqués ou pas. Alors, bien que je vous ai parlé d'intrication, ici nous allons voir la méthode sans intrication qui est la plus simple. La méthode intriquée n'est pas beaucoup plus compliquée d'ailleurs. On a donc deux personnages qui veulent communiquer des données cryptées, Albert et Bernard. Ceux-ci vont communiquer via deux canaux. Un canal quantique qui en fait va échanger des photons avec certaines propriétés, nous allons voir cela. On va donc utiliser typiquement une fibre optique et un canal classique qui permet de transmettre des informations non protégées, importantes pour le protocole, par des méthodes habituelles de transmission d'informations, des paquets de données, etc. Ce canal classique, d'ailleurs, souvent, va utiliser la même fibre optique. D'un point de vue conceptuel, c'est deux canaux séparés. D'un point de vue pratique, on utilise une fibre optique, on transmet et les photons quantiques, le canal quantique et les données classiques. Les programmes informatiques de chaque côté faisant le boulot proprement dans l'échange des données. Albert et Bernard disposent chacun de 4 filtres polarisants. Un filtre vertical, un filtre horizontal, un filtre oblique à 45 degrés et un filtre oblique dans l'autre sens. Les deux premiers sont appelés mode 1, les deux suivants mode 2. Celui-ci sert pour les bits 0, celui 1. Celui-ci les bits 0, celui-ci 1. Albert va d'abord... Alors, rappelons-nous qu'un photon qui est polarisé, s'il est polarisé verticalement, il va passer à coup sûr à travers le filtre vertical. À travers le filtre horizontal, il va être absorbé. À travers un filtre oblique, il a une chance sur 2 de passer, aléatoirement, garantie par la mécanique quantique. De même avec l'autre filtre oblique. Et de même, si on a un photon oblique, disons selon l'oblique 1, il passera à 100% là, 0%, et une chance sur 2 avec les deux autres filtres. Albert va donc prendre une série de bits aléatoires qui vont servir avec une clé. Donc il va générer une série de bits totalement aléatoires. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, etc., etc. Une série de bits totalement aléatoires qui vont servir à faire la clé. Alors, notons que pour générer de l'aléatoire, il y a plusieurs méthodes. L'informatique utilise généralement des générateurs pseudo-aléatoires, plutôt sûrs, mais jamais à 100%. Ça peut être une faille, mais ici on a tout ce qu'il faut pour générer des vrais photons aléatoires. Envoyons des photons polarisés verticalement sur le filtre oblique, et ils passeront une fois sur 2, en moyenne, et de manière totalement aléatoire. Ils peuvent donc servir à générer les bits que l'on veut transmettre. Ensuite, pour chacun de ces bits, Albert va choisir aléatoirement, encore, soit le mode 1, soit le mode 2.
Si c'est un 1, il va utiliser le deuxième filtre. Si c'est un 0, il va utiliser le premier filtre. Il va donc transmettre pour le bit 1, un photon polarisé horizontalement ou oblique 2, selon ce qu'il aura choisi au hasard. De même ici pour le 0, un vertical ou un oblique 1. À nouveau horizontal, oblique 2, etc., etc. Ces photons sont alors envoyés à Bernard par le canal quantique. Bernard reçoit ces photons, mais il ne sait pas quel mode Albert a choisi, mode 1 ou mode 2. Ça ne fait rien. Lui aussi va choisir des modes 1 et mode 2 au hasard. Tout à fait au hasard. S'il a choisi le même mode, il ne sait pas, il l'ignore, mais s'il a choisi le même mode, alors un photon polarisé verticalement, arrivant sur son polariseur, soit vertical, soit horizontal, passera ou non, avec une certitude de 100%. De même, s'il est horizontal, il ne passera pas ici, il passera dans l'horizontal, à coup sûr. Ce qui donne l'information sur le bit. On sait si le bit transmis est 1 ou 0. Le mode 2, s'il n'a pas choisi le même mode, alors les photons ont une chance sur 2 de passer. Et donc, ça ne transmet aucune information. On ne sait pas si le photon est horizontal ou vertical. Il a de toute façon, dans tous les cas, une chance sur 2 de passer. Et inversement, pour les deux modes. Si Albert choisit le mode 2 et Bernard le mode 1. Donc, Bernard a là une suite de bits qu'il a reconstruit, des bits sûrs et des bits aléatoires. Mais il ne sait pas lesquels. C'est à ce moment-là que Albert et Bernard vont s'échanger l'information sur les modes. Albert va dire, ah mais attention, moi j'ai utilisé mode 1, puis mode 2, puis mode 1, etc. Et Bernard va lui dire la même chose. Une fois que Bernard peut comparer les modes, et Albert peut faire la même chose, une fois qu'ils peuvent comparer les modes utilisés par chacun, ils peuvent dire, ah, on a utilisé le même mode. Ah, là, on n'a pas utilisé le même mode. Et donc, ils savent dire, quand ils ont utilisé le même mode, qu'ils ont pu transmettre le bit d'information. Bon, pas bon, etc. Et en extrayant uniquement les bits dont ils sont certains d'avoir utilisé le même mode, et certains d'avoir transmis l'information, ils ont ainsi une suite de bits aléatoires, ils ont été générés aléatoirement, les modes ont été choisis aléatoirement, donc une suite de bits aléatoires qui peut alors servir de clé. Pourquoi toutes ces complications? Considérons un espion. Celui-ci regarde les photons passer, mais il ne sait pas quelle est leur polarisation. Tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il y a des photons qui passent. Supposons qu'il mesure la polarisation des photons. Mais comment va-t-il faire? Il peut utiliser lui aussi un filtre horizontal, oblique, etc. Et parfois le photon va être absorbé, parfois il va passer. Mais même s'il passe, il peut arriver que le photon soit altéré. Supposons qu'il utilise un filtre vertical. Si le photon passe, alors soit le photon avait déjà une polarisation verticale, soit il avait une polarisation oblique, et il est passé parce qu'il avait une chance sur 2 de passer. Ce qui veut dire que l'espion a toutes les chances d'altérer l'état des photons. Il ne peut pas reconstituer l'état original des photons. Même s'il retransmet les photons à Bernard, ceux-ci n'auront pas les mêmes polarisations. Et ça, c'est garanti par le non-clonage, le théorème de non-clonage. Si l'espion pouvait dire « Ah, j'ai le photon, je le copie, j'en fais un clone, et je laisse celui-là continuer vers Bernard, non altéré. Et mon photon, que j'ai gardé, identique, là, je fais toutes les mesures que je veux dessus. » Ça, ce serait une faille. Mais la mécanique quantique garantit qu'on ne peut pas cloner l'état. C'est pour ça que la mécanique quantique, avec son aléatoire et avec son non-clonage, garantit la sécurité.
Maintenant, comment Albert et Bernard vont-ils savoir qu'ils ont été espionnés? Bernard reçoit des bits qui ont peut-être été altérés. Il reçoit les modes, il sait quels sont les bits bien transmis, mais comment sait-il qu'ils ont été bien transmis si ces photons ont été altérés? Eh bien, Albert va, en plus de sa chaîne aléatoire, il va joindre des bits de contrôle dans la chaîne. Des bits aléatoires, qui servent de contrôle, placés à des positions aléatoires dans le paquet. Et puis il va dire, attention, les bits, par le canal classique, les bits 23, 47, 48, 51, etc., sont les bits de contrôle. Et ces bits valent 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, etc. Bernard peut alors les comparer et constater si oui ou non il y a eu altération des données. Évidemment, ça donne qu'une garantie probabiliste. Parce que je vous l'ai dit, rappelez-vous, si l'espion prend un fil vertical et que le photon est vertical déjà au départ, il passe, et son état, en fait, dans ce cas-là, n'est pas altéré. Donc, en mettant un seul bit de contrôle, si par hasard celui-là n'est pas altéré, on est vu. Il faut donc mettre suffisamment de bits de contrôle. Ça, c'est un problème avec les techniques cryptographiques, appelé aussi problème de l'amplification de la confidentialité. C'est le terme utilisé. Amplifier la confidentialité. Parce qu'il n'y a pas que des espions. Il y a aussi le bruit. De temps en temps, un filtre vertical reçoit un photon vertical et le photon il passe pas. Mais parce que les filtres n'ont pas une transparence infinie. De temps en temps, il arrive qu'un photon soit absorbé alors qu'il aurait dû passer. De même qu'il peut y avoir altération des photons dans les fibres optiques, etc. Il y a toujours un certain bruit qui peut altérer les signaux. Le meilleur, à ce moment-là, est de considérer que ce bruit est analogue à une technique d'altération par espionnage et d'en tenir compte. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas systématiquement les données, mais on améliore le nombre de bits de contrôle et de bits permettant de reconstituer des données, un peu dans les techniques de code correcteur d'erreur, dans les communications bruitées, très utilisées par exemple pour les satellites ou les sondes spatiales. Et ces méthodes vont permettre de non seulement de vérifier qu'on n'a pas copié l'information utile, mais aussi de restaurer l'information utile même si elle a été partiellement altérée. J'ai quelque part dans mes notes, dans mes documents papier, j'ai une thèse de doctorat sur la cryptographie quantique. C'est pas moi qui l'ai écrite, hein, c'est une que l'on m'a donnée. Cette thèse de doctorat est épaisse comme une brique. C'est pas juste une vidéo de présentation. Parce qu'une grande partie du travail consiste à mettre au point les protocoles, et notamment tout ce qui est bits de contrôle, etc., pour garantir la sécurité maximale. Dire, voilà, par exemple, avec ce protocole, on a une chance sur 1 million de milliards d'avoir une copie qui échapperait à la détection. Un espionnage qui échapperait à la détection. Donc, tout ça est assez complexe. Mais, ça fonctionne très très bien. Actuellement, ce n'est pas encore très utilisé. Parce que l'utilisation nécessite le transfert de photons. Il faut donc des fibres optiques. Et il faut y transmettre des photons sans les altérer. Il ne suffit pas de dire qu'il y a ou non un photon. Dans la transmission classique, on transmet une impulsion lumineuse, et ce qui compte, c'est que l'impulsion lumineuse arrive à bon port. On se fout pas mal de la polarisation. Ici, on ne doit pas altérer les photons. Donc, on va utiliser par exemple des répéteurs quantiques qui vont copier le photon, les photons, on va envoyer des paquets de photons plutôt qu'un seul photon, un paquet de photons de polarisation donnée, et un répéteur quantique va amplifier le signal. En fait, il va amplifier le signal sans lire l'information et les photons originaux étant altérés, effacés. Il ne s'agit pas de clonage. C'est des techniques analogues à la téléportation quantique que nous allons bientôt voir. Ou alors, on utilise des transformations longue distance de haute qualité,
Ces techniques ont par exemple été mises au point et testées par les Chinois. Les Chinois ont transmis des photons intriqués par satellite. Donc sur des distances de plus de 1000 km. Notons que les photons intriqués, les protocoles basés sur les photons intriqués sont plus pratiques que les méthodes que nous venons de là. Non pas pour l'usage, on voit ici, bon, c'est un petit peu une gymnastique, mais c'est pas si compliqué que ça. Avec les photons intriqués, les protocoles ne sont pas plus simples, mais les méthodes de contrôle et de garantie de la confidentialité, de l'amplification de la confidentialité, ces méthodes sont beaucoup plus efficaces avec des photons intriqués. Et donc, on voit apparaître quelques usages. N'en doutons pas, les militaires en font certainement usage. Ils sont d'ailleurs parmi les premiers à avoir implémenté des réseaux de fibre optique. À l'époque, non pas parce que ils voulaient utiliser la cryptographie quantique, qui n'existait pas, à l'époque où ils ont commencé à installer ça, mais simplement parce que ça permet de transmettre c'est beaucoup plus difficile de copier les données qui transmettent par fibre optique. Si c'est des données électromagnétiques, il suffit d'avoir un détecteur d'ondes électromagnétiques. Même dans un câble. Placez un capteur près du câble, vous pouvez capter le signal qui passe dedans. Avec les fibres optiques, ce n'est pas possible. Il faut forcément couper la fibre et placer un système qui va retransmettre l'information en la copiant. Et donc c'est compliqué. Et je me souviens le jour où le Shape, donc c'est l'OTAN, a installé une telle cabine enterrée devant notre bureau à l'époque, quand je travaillais à Mons, et ils ont implanté une grosse cabine qui était un répéteur de signal optique avec des fibres optiques souterraines, tout souterrain. Il est à peu près certain que les militaires ont déjà commencé à employer les techniques de cryptographie quantique, étant donné le caractère très sensible de l'information au sein des ministères de la Défense. Il y a aussi déjà des applications civiles qui apparaissent de ci, de là, quelques-unes par exemple. Pour le vote électronique en Suisse, ils ont au moins une fois, en tout cas ça je le sais, utilisé la cryptographie quantique pour transmettre les résultats des votes. Donc, c'est une technique qui est amenée à se développer et un jour, il est probable qu'un jour nous utilisions tous la cryptographie quantique pour la confidentialité de nos données. Voilà, pour la cryptographie. Alors, nous allons aborder, je parlais de téléportation quantique, je l'ai cité, et dans la prochaine vidéo, nous verrons justement qu'est-ce que c'est que la téléportation quantique. Je vous remercie.